ça n'a pas encore commencé. Mais ça commence maintenant. Alors. Bon, ça va. Voilà, clac, clac, Voilà, clac. c'est le début maintenant. Tout ce qui est dit avant ne compte pas. Voilà. C'est toujours mieux. Exactement. Ben oui. Donc tu me disais, tu étais content de la signature chez C'était très chouette, absolument. D'abord, c'est un endroit qui est magnifique, peinture fraîche, vraiment très très beau. On est entouré que de merveilles. Et puis il y a eu quand même pas mal de monde, beaucoup d'échanges, et moi c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ce genre de moment, que ce soit dans une expo ou dans une signature de livre, c'est l'échange et le partage que la photo permet. Ouais. Et ce jour-là, en tout cas, c'était vraiment ça. C'est une idée de génie que tu as eue un petit peu de commencer à publier, comme nous on fait au niveau de nos livres, de publier une fois l'une ou l'autre couverture, et toi tu as commencé avec une photo en plein début du confinement. Ouais, je dirais pas que c'est une idée de génie, c'est en fait une idée que j'ai eue, mais qui était totalement désintéressée, et je ne savais pas du tout ce que ça allait engendrer derrière. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait pas de... Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un an après, on se retrouve ici, après la publication d'une brique de 2,5 kg. Tout ça s'est enchaîné petit à petit, et voilà, c'est une aventure assez... Oui, mais c'est vrai qu'au départ, tu ne sais pas qu'il y aura 165 jours, tu pars comme ça vraiment à l'aveuglette. Comme je t'ai expliqué, donc j'ai cet ami, mais que j'avais un peu perdu de vue, qui me cite un jour sur son mur Facebook pendant le premier confinement, au mois d'avril, après que j'ai posté les photos très colorées du canal de Bruxelles, de Molenbeek sous le soleil, et elle remercie certains artistes de lui donner du courage pendant cette période un peu compliquée, et elle me cite en mettant en avant mes photos, et je trouve ça très sympa. Je trouve aussi que, enfin, je prends conscience de la puissance de la photographie et des messages qu'on peut faire passer aux gens, parce que quand j'avais posté ces photos, c'était dans le but justement de donner de la couleur et du peps aux gens, alors qu'on vivait un truc pas évident. Et donc je vois ce message, je suis assez touché, et puis comme je t'ai expliqué, tout début novembre, le gouvernement nous reconfine, et je repense automatiquement à ce message, et je me dis, ben moi je vais faire voyager les gens. Je vais leur donner, voilà, je vais les distraire pendant cette période un peu compliquée, et je me dis, voilà, je vais poster une photo par jour, aussi longtemps qu'on ne peut pas revoyager. Et bon, comme j'ai un portfolio de photos assez large, puisque je suis un photographe assez éclectique et que je m'intéresse à beaucoup de sujets différents, je mets dans mon message que je vais essayer de les surprendre, je vais essayer de les emmener un peu partout dans mes différents univers. Mais il n'y a pas encore de texte qui accompagne les photos à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je suis encore que photographe, je ne suis pas écrivain. D'accord. Et je poste une photo, et je me rappelle très bien, j'ai posté une photo du festival Oli en Inde, très colorée, parce que la couleur, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes images. Et puis voilà, il y a des réactions, il y a pas mal de likes. Et puis je crois que le troisième jour, je veux poster quelque chose sur un sujet, et puis je ne sais pas quelle photo prendre, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressants. Je dis, tant pis, j'en poste 5, 6, j'en poste plusieurs, quoi. Et puis, à un moment, je me mets à écrire une anecdote sur une des photos, et puis une deuxième anecdote, et puis je reçois des messages, ah c'est intéressant, vos histoires, et voilà, je suis complètement pris au jeu. Tu es pris dans l'engrenage, là. Je suis pris dans un véritable engrenage. Parce que je vois en fait que voilà, quand je raconte des histoires, Voilà. en fait, et plus je raconte d'histoires, plus les gens sont intéressés. Voilà. Et là, je me dis, si c'est pour apporter quelque chose aux gens et leur permettre de voyager en restant à la maison, autant le faire en leur apprenant quelque chose. Et donc, je replonge dans mes carnets de voyage que j'ai dans un tiroir dans mon bureau. Au fil de tous ces voyages, donc je replonge dans mes anecdotes, dans quelques histoires que j'ai vécues, et puis je veux enrichir le message, je vais sur internet, je vais sur Wikipédia, etc. J'essaie vraiment de retrouver des informations précises, historiques, de ce que j'ai vécu, de ce dont je me rappelle, et puis voilà, je commence à écrire, poster, je mets de plus en plus de photos, et en fait ça devient des récits par l'image et par le texte, ce qui n'était pas l'idée première au départ. Et plus je raconte, plus les gens aiment, plus je vois que ça leur apporte quelque chose, parce que je reçois des messages incroyables, quoi. Ah, merci pour ce que vous nous apportez dans cette période si improbable, si difficile, ça donne du baume au cœur, ça donne le moral. Puis je reçois même des messages de gens qui me disent, voilà, parce qu'en fait je fais souvent ça le soir, parce que la journée j'ai du boulot, et donc je fais ça le soir, et je poste assez tard. Et plusieurs messages de gens me disent, voilà, au petit déjeuner, la première chose qu'on fait, c'est aller voir votre poste du jour, et ma fille
à tous les petits dés, je demande maman, qu'est-ce qu'il a posté, et je lui raconte l'histoire, et du coup, ça l'intéresse, elle apprend l'existence de ceci, de ça. Et voilà, et je trouve ça merveilleux, et du coup, ça me donne beaucoup d'enthousiasme et d'énergie pour continuer. Et il en a fallu parce que je pensais que ça durerait 30 jours, moi, ce truc. Et puis finalement, ça en dure beaucoup plus. Et mi-avril, enfin un peu avant la mi-avril, le gouvernement annonce qu'il va réautoriser les voyages non essentiels à partir du 18 avril. Et là, je me dis, bon, ben voilà, Une ouverture. il faut une fin, quoi. Il faut une fin par une ouverture. Et là, j'arrête parce que je suis quand même très fatigué, parce que ça me prenait entre 2 et 4 heures par jour, parce que ma compagne n'en peut plus, et je la comprends, et parce que je suis vraiment épuisé physiquement, et aussi parce que je commence à vraiment me demander ce que je vais poster, parce que tenir 165 jours sur 165 sujets dans le monde, dans mes différents univers, mais voilà, ça m'a fait faire le tour de tous mes disques durs, même si j'en ai beaucoup, même si j'ai beaucoup de photos. Mais là, je commençais vraiment à être à sec, quoi. J'aurais vraiment plus pu tenir encore très longtemps. Enfin, ce qui est amusant de découvrir, c'est de voir qu'il n'y a pas eu de construction au niveau de ton travail, je veux dire, artistique, de poster tous les jours, parce que tu es parti comme ça à l'aveuglette, et c'est au fur et à mesure que tu as... En fait, il y avait un fil conducteur, mais qui est peut-être pas flagrant, mais je voulais surprendre les gens. Donc, je n'allais pas poster 3 jours de suite sur un même pays, sur un même sujet. Je voulais les envoyer en Nouvelle-Zélande ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'autre côté du globe, dans un village avec une peuplade, et puis le lendemain, je voulais leur montrer du street art à Berlin, et puis le surlendemain, des guépards en Afrique, et puis le 4e jour, un désert en Amérique du Sud. Parce que je voulais vraiment qu'ils soient interloqués, et voilà, que ça les remue un peu, et que ça les... C'est ce qu'on peut voir au fil de l'ouvrage. Voilà, que ça les empêche de s'endormir, et ça, c'était le fil conducteur. C'est la houle qu'on peut découvrir un petit peu, tout à fait. Bon, moi je vais venir maintenant au travail du photographe, parce que bon, l'ouvrage, on va laisser, je veux dire, l'occasion aux futurs lecteurs de le découvrir, parce que c'est un magnifique album. C'est un album, je veux dire, qu'on peut avoir sur sa table, qu'on peut feuilleter. Moi, je l'ai feuilleté, je veux dire, très à l'aise. J'ai surtout découvert, je veux dire, un regard sur la nature. J'ai découvert un regard sur l'être humain, mais j'ai surtout aussi découvert un regard sur la faune. Entre autres, même si on prend tous les jours que j'ai postés, je crois que la majorité des jours ont trait quand même à l'être humain, parce que c'est quand même le sujet qui m'intéresse le plus. Mais il y a beaucoup de nature et il y a beaucoup de faune. Et ça s'explique de façon très simple. C'est que c'est par ce chemin-là que je suis vraiment revenu à la photographie il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai toujours fait de la photo, puisque j'ai eu, et c'est très amusant, parce que bon, je n'ai plus 40 ans, mais il y a maintenant 53 ans, il y a 53 ans, mon grand-père m'a offert, j'avais 6 ans, un appareil photo. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je le vois comme si c'était hier, au coin de la table de la salle à manger, là chez mes parents. Et je déballe cette boîte, et c'est un petit boîtier 35 mm, et puis il commence à m'expliquer toutes les règles de la photographie. Et ça m'a vraiment marqué, et ça m'a accompagné toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Et tu reçois un jour un album. Et oui, ça c'est beaucoup plus tard. Si tu veux, donc j'ai toujours fait de la photo, et puis bon voilà, une fois que tu as 20 ans, 25 ans, je me suis fort impliqué dans mes études, dans mon boulot. On fait des enfants, c'est très accaparant, c'est des joies très différentes, mais en fait les photos qu'on fait à ce moment-là, c'est des photos d'enfants. Et puis voilà, j'arrive vers la fin de ma trentaine, vers 40 ans, on se rapproche de la midlife crisis, hein, et il se fait qu'à ce moment-là, je reçois, à la Noël, j'avais été une fois en Afrique à ce moment-là, en Afrique du Sud, et j'avais déjà perçu quelque chose qui résonnait en moi. Et c'était l'année suivante, donc aux alentours de mes 40 ans, je reçois à la Noël un livre d'un photographe italien qui s'appelle Carlo Mari, et le bouquin s'appelle Mon rêve d'Afrique. Et j'ouvre ce truc et c'est le choc total, mais vraiment impressionnant. Pour tout te dire, j'étais au sport d'hiver, je n'aime pas du tout le ski, et j'avais été blessé au genou, et donc j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'emmenais les enfants au cours le matin, je retournais dans ma chambre, il faisait super gris, il y avait un néon dans cette chambre, la lumière était super moche, et j'avais ce livre, j'avais pris le livre avec moi, et je commence à ouvrir ce livre, et je vois des images, de la couleur, de la faune, des paysages,
Et alors il y a un texte de Carlo Mari qui m'a vraiment pris de façon très, très émotionnelle. Une révélation, quoi. Et c'est vraiment une révélation. Il dit au début de son livre que c'est son père qui l'a amené en Afrique, dès son plus jeune âge, qu'il est devenu passionné par ce continent, et que c'est un des derniers endroits sur la Terre où on peut avoir des vues à l'infini. Et à ce moment-là, je lève les yeux, il y avait une purée de poids dehors, on ne voyait rien, et on voyait à 2 mètres, une fois qu'on ne regardait pas la fenêtre, et il y a ce contraste entre cette vue qui n'en est pas une, et ce que je viens de lire, et j'ai été complètement choqué, et j'en ai pas dormi, quoi. Et je rentre à Bruxelles après ce passage d'une semaine, et là c'est plus fort que moi. J'ai une amie qui me dit, tu sais, il y a une agence de voyage qui fait des voyages photos, qui est basée à Paris. Je vais sur leur site dans les heures qui suivent, et je découvre qu'il y a un voyage dans le Serengeti consacré aux naissances, donc de la vie sauvage, 15 jours plus tard. Et 15 jours plus tard, je me trouve dans le Serengeti. C'est là que tout recommence réellement. De nouveau. Hop. Et là, c'est le début du numérique aussi, c'est les années 2000. Et c'est vraiment le début du numérique. Donc je me replonge dans la photo, mais en découvrant le numérique. Et puis c'est voilà, le premier jour de ce voyage. On arrive dans le Serengeti vers midi, et en fin de journée, il faisait magnifique. Il y a un coucher de soleil extraordinaire, il y a un guépard sur une termitière, et qu'il y a cette lumière orange qui éclaire ce guépard, qui le rend tout à fait doré. Et j'ai encore l'image devant les yeux, et ça fait maintenant près de 20 ans. Hein. Et vraiment, j'en ai les larmes aux yeux, ça me touche, et voilà, et là c'était foutu, quoi. Est-ce que c'est là que tu as découvert la palette de Benoît? La palette de couleurs de Benoît, parce que c'est vrai, quand on voit ton œuvre, on voit qu'il y a quelque chose. Pas encore à ce moment-là, non. D'abord. Parce que tu parles à nouveau de l'orange qu'on retrouve encore dans la. Oui, tout à fait. Mais c'est non, parce que cette palette, je ne l'ai pas découverte avec la faune sauvage, en fait. Et si je l'ai découverte, c'était pas, j'en étais pas conscient. Cette approche très colorée de la photo que j'ai, c'est plus quand je suis rentré vraiment en rencontre avec différentes peuplades, avec différentes ethnies, qui s'habillent de façon très colorée. Parce que même quand on voit les noirs et blancs chez toi, où il n'y a qu'une touche de couleur, la fine touche de couleur, elle est pétante. Oui, et puis dans mes noirs et blancs, il y a quand même beaucoup de dégradés de gris. Hein. Mais non, à ce moment-là, c'est pas encore ce qui me frappe chez les... D'accord. Non. Ça apparaît vers quand, en ce moment? Ah ben, tu vas être très surpris, c'est que je ne l'ai jamais fait de façon consciente. D'accord. Visiblement, quand on voit mes images, j'ai été attiré par la couleur, c'est évident, et par la construction de l'image à travers la couleur et l'harmonie de l'équilibre de ces couleurs dans une image. Mais en fait, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et je ne savais pas que je cherchais ça. Et c'est en fait, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a genre 3, 4, 5 ans, j'exposais dans le festival Off à Arles. Et il y a une galériste de Paris qui passe par là et qui commence à discuter et qui me dit « Oui, vous avez un sens de la couleur incroyable. » Je dis « Tiens, c'est bizarre. » Et puis je regarde mes images, je me dis « Au fond, c'est vrai. » Oui, parce que regarde, je reprends quand tu vois ce fakir ou bien ces gens qui sont couverts de cendres. Si tu vois l'œil, tu vois les veines dans l'œil. Les sadous. Voilà. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ce que je faisais sans le savoir. Un peu voilà, comme c'est inné. Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Voilà, c'est un peu, bon, c'est l'artiste naturellement. Quoi. Ben voilà, c'est juste, voilà, c'était en moi, quoi. Et voilà. Le premier album, photo. Alors, album, dans quel sens? Le premier livre ou le premier album privé où j'imprime mes photos, voilà, je les colle? Ouh là là, il est très très vieux celui-là. C'est en première et deuxième primaire, juste après avoir reçu cet appareil photo, j'ai fait mon premier album. Hein, c'était des petites photos noir et blanc. Hein, et j'en rappelle, il y a deux choses. Mes parents étaient en train de construire une maison à l'époque, et donc c'est des photos du chantier. Je me rappelle, c'était dans un terrain assez sablonneux, dans une pinède, et il y avait des montagnes de sable qui avaient été sorties par la pelleteuse. Donc c'est des photos, on est sur le sable. Tu vois, j'ai pas revu cette photo depuis, à mon avis, 45, si pas 50 ans, mais c'est ça. Et alors la page suivante, c'est un voyage scolaire au château de Bercel. D'accord. Voilà, ça c'est mon premier album. Donc premier album, oui. Tu l'as toujours? Oui, tout à fait, j'ai tout gardé.
tout à fait. Alors les choses évoluent comment Ben, les choses évoluent en ce sens que, ben voilà, j'adore la photo, donc c'est moi qui fais les photos dans les voyages scolaires de l'école, etc. Ah, déjà à ce moment-là. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis à 14 ans, je demande à mes parents s'ils ne veulent pas faire un petit effort pour m'offrir un beau cadeau d'anniversaire pour avoir un premier réflexe. Puis mes parents ils sont très sympas, donc j'ai mon premier réflexe. D'accord. Et puis il y a très vite un autre réflexe qui suit, plus évolué. Et puis oui, en fait à l'époque je voulais être architecte. Et donc au niveau artistique, je me rappelle deux choses. J'adorais faire des photos d'architecture. Je me rappelle, j'avais 15-16 ans, je me rappelle m'être retrouvé à la Défense à Paris avec ces premiers grands immeubles de verre et me mettre en dessous, essayer d'aller chercher les tangentes, les lignes de fuite et tout. Donc ça c'est un grand souvenir. Et puis l'autre chose que je faisais, c'est que j'étais au dernier rang en classe et je dessinais des plans de centre de club de sport parce que je faisais beaucoup de sport. Je jouais beaucoup au tennis notamment et au foot. Et donc je joignais l'architecture à mes passions et donc je dessinais des plans de centres sportifs. Et alors je dessinais aussi, comme je faisais du tennis, je dessinais des collections de vêtements de tennis et des décorations de Formule 1. Voilà. Quand tu parles d'architecture, tu as déjà visité le nouveau bâtiment Vuitton à Paris? Oui, ben écoute, tu sais quoi, j'y étais ce week-end. J'y étais dimanche, parce qu'il y avait la collection Morozov, qui est donc cette collection de deux frères russes qui ont amassé une collection d'art contemporain et d'art du début du XXe, au début du XXe, dans les années 1900, etc. Magnifique bâtiment, il y a des perspectives. Tout à fait, absolument. J'aime pas tout ce que Franck Gehry fait, alors loin de là, mais je trouve que Vuitton est extrêmement réussi, et j'aime beaucoup le Guggenheim à Bilbao, qui est absolument sublime. Je le trouve incroyable. Par contre, je suis un grand amoureux de la ville de Arles, où je vais depuis des années, chaque année, notamment les couleurs photographiques. Oui, non, c'est l'ambiance. Et là, je trouve que le bâtiment qu'il a réalisé pour la Fondation Luma, pour Maya Hoffman, je trouve qu'à l'extérieur, mais moi le côté coup-point ne me dérange pas parce que moi j'aime bien provoquer, j'aime bien changer les habitudes et faire évoluer les choses. Donc je trouve qu'à la limite, à l'extérieur, bon je trouve que c'est très narcissique, et c'est un peu la tendance de ce genre d'architecte je pense, mais bon ça me plaît encore qu'il y a des grosses parties de béton qui sont vraiment pas très belles, mais par contre l'intérieur, je trouve qu'il n'y a pas de lumière, Enfin, je suis très déçu. Mais par contre, on n'a pas du tout cette sensation à la Fondation Vuitton. Il a au contraire cet assemblage de terrasses à partir du 3e, 4e étage. C'est assez extraordinaire. Parce que Niemeyer, au niveau lumière, est exceptionnel aussi. Hein. Oui, bon, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est très amusant parce que on s'éloigne du sujet de départ, mais je ne savais pas du tout, mais il a construit un magnifique bâtiment au Havre, Niemeyer, qui est la bibliothèque. Et à Paris exceptionnel. À Paris aussi, ça m'échappe, et je pense qu'il a fait un magnifique bâtiment. Là, je te l'avoue, je ne saurais pas te dire. J'ai découvert le bâtiment du Havre l'année dernière, parce que j'étais invité à exposer dans un festival photo au Havre. Je ne savais pas du tout que Niemeyer avait été jusqu'au Havre pour ça. Mais extraordinaire. J'aime bien aussi Célie Beskin, celui qui a refait donc, le Grand Zéro. Oui, qui avait fait le mémorial aussi à Berlin. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui, au niveau... Parce que je reviens à ça, c'est parce que ce sont des gens aussi qui aiment la lumière. Tout à fait. Même s'ils sont très bruts au niveau des volumes, mais il y a toujours le trait de lumière qui est là. C'est amusant ce que tu dis, parce que Ground Zero, j'y étais quand ils ont commencé à reconstruire. Donc j'ai des photos encore des fondations et des 2, 3, 4 premiers étages. D'accord. Où tu avais déjà pas mal de verre, etc. Donc c'est des beaux souvenirs. Voilà. Les ombres, comment les travailles-tu? Les ombres, c'est pas évident comme question. Parce que tu es un spécialiste de l'ombre, parce que quand on voit les photos, oui, moi je trouve. C'est vrai. Tu aimes jouer, parce que ça, c'est ce qui te donne une perspective dans l'image. Pourquoi je t'ai enfoncé ton fauteuil. Voilà, je vais m'adresser. Je trouve que c'est tout parce qu'au niveau des perspectives, tu joues bien. Oui, alors il y a deux types d'ombres. Il y a des ombres, parce que quand je fais beaucoup de portraits, il y a des ombres qui m'embêtent très fort, c'est les ombres qu'on voit dans un visage, par exemple. Et notamment, je fais beaucoup de photos en Afrique et il faut vraiment faire très attention à ça avec la lumière, etc. Donc je pensais que tu pensais à ces ombres-là, celles-là, elles m'embêtent énormément. Donc j'essaie de les éviter dans ce cadre-là, parce que tout de suite, ça cache les yeux, ça cache... Donc il faut faire très gaffe à ça. Par contre, dans des photos plus larges, dans des photos de nature, dans des photos
urbaine, là les ondes peuvent donner un volume incroyable. Et ça, c'est évidemment tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus intéressant. Et même dans la nature, tu as un endroit qui est extraordinaire en Espagne qui s'appelle le désert de Bardenas, Reales Bardenas, qui est à 2 heures de Bilbao. Tu as l'impression d'être à Monument Valley. C'est incroyable comme décor. C'est vraiment, c'est très très jaune, orange. Et en fin de journée, le soleil tombe sur ces monticules de sable agglomérés, dans des couleurs jaune, orange, très très puissantes, mais avec des ombres qui se détachent de ça. Et ça peut donner des choses extraordinaires. Et ça me fait penser, parce que je me demandais à quelle photo tu faisais allusion, je me demande si tu ne penses pas à une page qui est dans mon livre, où j'ai fait justement un parallèle entre l'architecture et la nature, justement d'un monde, enfin d'un ensemble qui se trouve à Bardenas, où on voit la crête d'un monticule, avec une partie en ombre, et que j'ai trouvé étonnant, parce qu'à 2 heures de là, on parlait de Guéry, c'est marrant, je ne sais pas si tu m'as... pour ça que tu as pensé à ça, mais on est en plein dedans. J'ai fait une photo donc du Guggenheim à Bilbao, en fin de journée, avec ce soleil qui rend la parure, enfin le mur de ce musée très 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 doré. Et il y a aussi cet angle qui est dans l'ombre, qui est assez extraordinaire. Et il y a un parallèle entre Bardenas et le Guggenheim qui est hallucinant, quoi. Vraiment comme si la nature avait vraiment influencé le travail de l'architecte. Réobserve ton travail au niveau des autres, tu verras, il y a une découverte à faire aussi. On n'y pense pas toujours, mais moi, ça m'a vraiment frappé. Je reviens à l'album ici qui a été construit par les éditions Prisme. Oui. Je dis construit parce que c'est une véritable construction, c'est une brique. Et par le graphiste que Prisme a recruté, utilisé, qui est extraordinaire, qui s'appelle Frédéric Chevalier, et qui a fait un travail formidable. Et très rapidement, en plus, il a un sens de la... Ouais, il est exceptionnel. Alors, la rencontre avec l'éditrice. Alors, tu la connais depuis quand, l'éditrice? Oh, depuis longtemps, Liliane. Depuis plusieurs années, je l'ai croisée lors de certaines expos. Oui, on est rentré en dialogue comme ça à une autre reprise. Elle connaissait mon travail photo, et puis je lui ai proposé un projet de livre il y a déjà plusieurs années. Elle était assez pour. Et puis voilà, on en parlait, et puis il y a ce Covid qui est arrivé. C'était un projet qui était moins grand public et donc qui n'était pas forcément facile à porter. Donc le sujet l'intéressait, mais bon, on se posait quand même des questions par rapport à ça. Et puis, mais voilà, on restait en contact, on se voyait, on parlait de ce projet régulièrement. Et puis je pense que comme on parlait de ce projet, elle a de plus en plus été voir ce que je faisais, donc elle connaissait bien mon répertoire photographique. Et puis voilà, ce Covid est arrivé, ce reconfinement, la série que j'ai commencée, et je l'ai recroisé, parce qu'en fait, le livre il est venu comment? C'est que suite à tous ces posts et tous ces commentaires, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit vous devez faire un livre. J'avais des commentaires tous les 2 jours sur ma page en ce sens-là, et voilà, j'ai envoyé ça à Liliane en disant regarde, voilà peut-être un sujet intéressant. Et elle a mordu à l'hameçon assez rapidement, parce je crois qu'elle était assez convaincue. C'est une baleine ce livre, parce que tu dis qu'elle a mordu à l'hameçon, mais quand tu vois le poids, quand tu vois un petit peu le volume, c'est une belle réussite. Hein. Oui, tout à fait. Non, je suis très content, parce que bon, j'ai sorti déjà 5-6 livres photos, mais c'est des livres qui sont moins épais, qui sont moins aboutis, peut-être plus à thème aussi. Qui sont plus à thème, tandis qu'ici, en fait... Il y a un panel, quoi, ici. En fait, ici, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé cette série vraiment pour donner du plaisir aux gens. Voilà. Et puis, comme ça durait, je devais trouver d'autres sujets, je devais vraiment aller dans mes disques durs. Et finalement, j'ai fait le tour de tout. Et comme j'avais ces textes en plus, en fait, j'ai un peu raconté d'abord sur les réseaux, ma vie de photographe en tant que telle, et mon histoire de photographe. Et puis maintenant, elle est traduite dans un livre. Donc, en fait, je peux mourir. Tu es presque le Delon de la photo du génie, voilà. Parce que tu es le guépard. Quoi, parce que je vois que tu as une passion pour le guépard aussi. Le guépard est mon animal préféré. Voilà. Il me fascine totalement. D'abord, c'est le premier animal sauvage africain qui m'a ébloui. Hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est cette rencontre, la fin de journée de ma première demi-journée
safari il y a plus de 20 ans. Et puis il est juste exceptionnel, il a une allure fabuleuse. Il faut voir marcher un guépard, ça ne fait pas de bruit, c'est d'une grâce extraordinaire. Il y a cette photo aussi qu'on voit en plein milieu de l'album où il y a deux animaux, tu as le chasseur et le chassé qui décollent littéralement. En fait, et tu expliques que c'est vraiment, il y a un changement d'angle subi, en fait, tu parviens à les suivre. En fait, donc, il est très beau quand il marche, mais quand il court, il est exceptionnel. C'est l'animal le plus rapide au monde. Il peut faire des pointes à 108, 110 km/h. Et en fait, c'est un animal qui chasse en utilisant sa vitesse. C'est-à-dire qu'il part de loin et il rattrape la proie. Et faire une photo d'une chasse de guépard, c'est extrêmement compliqué. D'abord parce qu'il faut suivre beaucoup de tentatives de chasse pour en voir une qui aboutit, parce que souvent ils partent et puis voilà, ça ne marche pas, ils arrêtent. Et puis il faut être bien placé, et on ne sait jamais comment on va être bien placé, parce que l'animal part, souvent, le guépard en plus, il chasse souvent dans les grandes étendues herbeuses, et donc il est souvent caché dans l'herbe. Et donc quand il part, ben voilà, le guépard et sa proie sont souvent au milieu de hautes herbes, donc on ne voit pas grand-chose. Donc pour un appareil photo, c'est un calvaire d'aller trouver le focus. Et puis ça va extrêmement vite, ça dure moins de 10 secondes. Et puis surtout, la proie, qui est souvent une gazelle de Thompson, elle va zigzaguer, elle va changer de direction pour essayer d'échapper à cette course. Et donc, c'est très compliqué de deviner vraiment où il faut se placer. Et même si on croit qu'on est bien placé, finalement, ça peut être une catastrophe. Et c'est vrai que la photo qui est dans le livre, qui est une chasse de guépard, où le guépard est à 2 mètres, il va bientôt mettre sa patte sur la gazelle pour la battre au sol. J'ai eu un bol terrible parce que quand ce guépard est parti, quand cette chasse a démarré, moi j'ai poussé ce bouton en appareil photo, je n'ai même pas vu tellement ça allait vite. Ils sont partis sur la gauche comme une balle, et puis à un moment la gazelle a fait un tour sur elle-même, elle a tourné sur la gauche et elle est revenue vers nous. Coup de bol magistral, et surtout mon appareil photo, l'autofocus de mon appareil a fonctionné, a réussi à ne pas lâcher le sujet et l'avoir en plein cadre. Et j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, de faire des chasses de guépard. J'en ai réussi une en 15 ans, quoi. Une vraiment bien, quoi. J'en ai d'autres, mais bon, elles ne sont pas aussi bien, quoi. La photo inattendue que tu découvres, un accident peut-être, mais que tu ne t'y attends pas, et tu te dis, my God, c'est quoi ça? Bah, notamment celle-là, parce que la chasse de guépard, ça part tellement vite quand l'appareil, ça fait... Tu ne vois rien. Et c'est quand les photos commencent à monter dans l'appareil une fois que tu as fini de déclencher et que le buffer les traite, que tu les vois apparaître sur ton écran, tu dis waouh, je l'ai. Et c'est assez incroyable comme sensation. Tout à fait. Donc ça t'arrive souvent ce genre d'émotion là? Alors, je ne te l'ai pas souvent parce que d'abord la photo animalière c'est pas mon sujet de prédilection, donc je ne fais pas souvent de chasse de guépard. Mais oui, ça arrive. Il y a surtout une chose, c'est que il y a certaines choses qui sont très difficiles de traduire en photo, et donc on voit certaines choses, on a certaines émotions par rapport à ce qu'on voit avec l'œil, mais dans le viseur, on n'arrive pas à le transmettre. Et parfois c'est le contraire, parce que les conditions de lumière sont telles que l'appareil photo va réagir d'une façon ou d'une autre, et parfois on a des résultats vraiment étonnants, auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et donc ça, c'est souvent des belles surprises, tout à fait. Benoît, je te remercie beaucoup d'être venu, me présenter ton ouvrage. On n'invite qu'une chose, c'est que nos lecteurs, nos auditeurs soient excités, je veux dire, pour découvrir les pages qui sont à l'intérieur, qui sont somptueuses. Le travail fait qu'on a un bel objet en main aussi, et comme tu l'as souligné tantôt, c'est un magnifique voyage qui nous permettra de passer les fêtes de fin d'année, et même le début de l'année, dans des endroits magnifiques, quoi. En espérant qu'on ne soit pas reconfiné entre-temps. Et alors ce que je peux dire, parce que tu parles des photos qui sont dans le livre, mais on a ici utilisé un moyen assez moderne, parce que sur la série Facebook, j'ai posté plus ou moins 1650 photos. On ne pouvait pas toutes les mettre dans le livre, parce que sinon il aurait fallu 3 tomes. Et donc pour chaque page, pour chaque jour, il y a un code QR. Et les photos qui ne sont pas reproduites dans le livre sont accessibles via le code QR. Et donc il y a beaucoup de photos à découvrir en plus. Très important du livre. Donc voilà. Mais Willy, un tout grand merci en tout cas, c'était un vrai plaisir. Voilà, bon rêve pour plus tard encore. Oui, il y a plein de projets. D'accord. Benoît, très gentil d'être venu, Benoît. Voilà.